Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il faut que je vous parle d'argent, et plus précisément comment vous pouvez en gagner et de façon totalement gratuite. Cela ne vous a pas échappé, les prix de tout et n'importe quoi ont augmenté de façon phénoménale, merci l'inflation. eBay Club, un site de cashback entièrement gratuit, vous permet de récupérer une partie de votre achat, que vous l'ayez effectué en ligne, en magasin ou en utilisant des bons d'achat. Vous pourrez littéralement réduire vos dépenses et augmenter un peu votre pouvoir d'achat. Les bons d'achat sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont exclusifs à eBay Club. Par exemple, si vous achetez un bon d'achat pour le magasin Carrefour d'une valeur de 100 €, 3,6% de ce montant, soit 3,60 €, vous seront immédiatement reversés sur votre cagnotte eBay Club. Il y a énormément de marques, ils ont plus de 3000 partenaires. J'ai parlé de Carrefour, mais il y a aussi Auchan avec 3% de cashback via les bons d'achat, ou encore Zalando avec 6%, Ikea avec 6,6%, Airbnb avec 5% et Etam qui monte jusqu'à 12%. Et là, pour 100 €, il y en a 12 qui vont dans votre cagnotte. Personnellement, Adidas avec 7% de remboursement via les bons d'achat m'a tout de suite tapé dans l'œil. C'est un excellent moyen de faire des économies sur des achats du quotidien, quand vous avez envie de faire du shopping, ou pour des occasions comme les soldes d'été ou d'hiver. Une fois que vous avez cumulé 10 € dans votre cagnotte eBay Club, vous pouvez demander un paiement soit par virement bancaire, soit par PayPal, ou encore en carte cadeau Amazon, et plusieurs autres options sont disponibles. Pour bénéficier de ces avantages, vous avez juste à vous inscrire sur le site eBay Club. Avec mon lien en description, vous aurez 6 € offerts. Attention, c'est uniquement avec mon lien en description, autrement, ce ne seront que 3 € qui vous seront offerts à votre inscription. Si cela vous intéresse, cliquez bien sur ce lien et je rappelle que c'est 100% gratuit. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour l'histoire, parce qu'elle est complètement folle. C'est parti. À la bordure ouest de la Catalogne, à environ 1 heure de route de Barcelone, se trouve la ville de Lleida. Là-bas, 140 000 personnes profitent de la vie paisible qu'offre la cité, et aussi son important patrimoine culturel. C'est l'une des raisons qui font de cette ville un lieu parfait pour étudier de nombreuses matières, et l'université de Lleida se charge de dispenser tout ce savoir à ses étudiants qui peuplent le campus. Proche de celui-ci, il y a un cinéma, plusieurs restaurants, des espaces de loisirs et un grand emplacement de stationnement qui permet aux véhicules de se garer en toute sécurité. Le lundi 22 novembre 2004, Alba Calvet se rend à ce cinéma afin d'assister à la séance du soir et se gare dans l'espace réservé aux voitures. Elle coupe le contact, sort de son véhicule et croise le gardien qui surveille la zone. Elle en profite pour lui demander si après le film les barrières seront toujours ouvertes pour s'assurer qu'elle puisse quitter les lieux tranquillement. L'homme lui répond par l'affirmative, aucune inquiétude à ce niveau, elle pourra repartir sereinement. Alba rejoint donc son ami qui l'attend devant le cinéma. Une fois la séance terminée, l'ami d'Alba lui annonce qu'elle va rentrer à pied. Cela lui permettra de se dégourdir les jambes et de faire une petite promenade. Vu l'heure tardive, Alba s'oppose à ce qu'elle rentre seule et à pied en insistant pour qu'elle la laisse la déposer chez elle, ce qu'elle accepte finalement. Les deux jeunes femmes se dirigent donc vers l'endroit où est garée la voiture d'Alba. Cette dernière tourne la clé dans le contact, mais il ne se passe rien. Plusieurs minutes s'écoulent lorsque la voiture du gardien en ronde s'arrête à leur niveau. L'homme remarque qu'il y a un problème. Il propose son aide et Alba ouvre le capot de sa voiture pour que le gardien puisse accéder au moteur. Il effectue des manipulations, tape quelques coups et demande à Alba d'essayer de démarrer à nouveau. Bonne surprise! Grâce à son intervention, les deux jeunes femmes peuvent repartir. Ce qu'elles ignorent en revanche est qu'au cours de cette soirée, la mort est passée tout proche. Et elle reviendra. Cervera est une petite ville de moins de 10 000 habitants située à l'ouest de Lleida à environ 15 minutes de route. C'est à cet endroit que vit la famille Bascuñana. Il n'y a rien à signaler de leur côté, leur vie se déroule paisiblement. Les parents ont 4 enfants, mais 3 ne sont déjà plus sous leur toit étant indépendants. Il reste la petite dernière Isabelle, âgée de 21 ans et qui est en passe de terminer son cursus en droit qu'elle étudie à l'université de Lleida. Ce mardi 23 novembre, comme chaque jour de semaine, elle se rend à l'université pour suivre les cours. Durant la journée, elle appelle sa mère pour la prévenir qu'elle mangera un sandwich avant de rentrer
et donc elle ne participera pas au repas du soir. La journée s'écoule jusqu'au soir, mais Isabelle n'est toujours pas revenue de l'université. L'heure avance, sans nouvelles, sa mère l'appelle sur son téléphone portable pour connaître les raisons de son retard, mais tombe sur sa boîte vocale directement. Elle est peut-être allée au cinéma et a éteint son téléphone. Elle réessaye donc plus tard, mais c'est toujours le répondeur qui s'enclenche sans sonnerie au préalable. Les parents sont un peu tracassés par cette attitude anormale de leur fille qui prévient toujours si elle doit rentrer tard, d'autant plus en pleine semaine alors qu'elle a cours le lendemain. Finalement, c'est la nuit entière qui passe sans qu'Isabelle ne réapparaisse. Cette fois-ci, c'est définitivement inquiétant parce qu'une absence d'une nuit entière sans prévenir ne s'est jamais produite. Dès l'aube, la famille déclenche des recherches. Ils contactent les frères et sœurs d'Isabelle afin de signaler sa disparition. Tout le monde se concentre à présent sur une seule chose, localiser la jeune femme. Les amis d'Isabelle sont informés de sa disparition. Ils sont questionnés, mais aucun d'entre eux n'apporte plus d'éclaircissement à ce mystère. Alors, les parents se rendent directement au dernier lieu connu où aurait pu se trouver Isabelle, l'université. En général, la jeune femme se gare sur l'aire de stationnement à côté du cinéma. Seulement, ce matin-là, les barrières sont encore fermées et il n'est pas possible d'y accéder pour voir si la voiture, une Nissan Sony de couleur blanche, est présente ou non. En attendant que l'accès s'ouvre, la famille contrôle les rues alentours afin de repérer le véhicule, mais impossible de le trouver. Voici le maximum d'efforts qu'ils ont pu fournir sans résultat malheureusement. Les parents sont contraints de signaler la disparition d'Isabelle à la police pour augmenter les chances de retrouver sa trace. Comme souvent dans les affaires où les personnes disparues sont majeures, la police est réticente à agir au départ, qui plus est lorsque cela ne fait que quelques heures. Mobiliser des effectifs peut conduire à en manquer sur un autre cas urgent. La famille d'Isabelle insiste sur l'aspect inquiétant de la disparition. Les policiers l'entendent et mettent en marche les recherches, même s'ils ne peuvent pas encore remplir la paperasse pour rendre officielle l'enquête sur la disparition. La famille est soulagée. Elle bénéficie d'une aide précieuse et toutes les patrouilles sont notifiées de la situation. Les parents ne stoppent pas leurs recherches pour autant. Ils vont sur le campus, interrogent les étudiants, mais n'obtiennent rien. La mère se souvient alors qu'Isabelle lui avait parlé de manger un sandwich. Ils entrent dans tous les bars et restaurants alentours afin de solliciter des renseignements, et découvrent que l'étudiante s'est rendue au Gambrinus, où on lui a vendu un sandwich à emporter. Une bonne avancée, simplement il est impossible de remonter la piste plus loin. Entre-temps, l'emplacement de stationnement a déverrouillé ses barrières. La famille d'Isabelle contrôle l'endroit pour voir si sa voiture y est garée. Sans succès. Ils croisent le gardien à qui ils montrent une photo d'Isabelle, mais celui-ci ne se souvient pas avoir vu ni elle ni sa voiture. Il leur dit que beaucoup de jeunes passent par là et essaye de les rassurer en leur indiquant que ce comportement est certainement lié à sa jeunesse. Pendant qu'il parle avec lui, le frère d'Isabelle remarque un chantier juste à côté avec un ouvrier qui regarde de manière insistante vers leur direction. Mais au chantier non plus, aucune information à se mettre sous la dent. Et cet ouvrier était peut-être simplement curieux. Les recherches reprennent. Il n'y a rien à signaler, jusqu'à 23h ce mercredi 24 novembre 2004. Un ami de la famille venu en renfort circule dans les rues de Lleida à la recherche soit d'Isabelle, évidemment, soit de sa voiture qui pourrait être un indice intéressant sur sa localisation, et c'est cette dernière qu'il découvre. Le véhicule est stationné dans le quartier de la Bordeta, au sud de la ville de Lleida, à quelques kilomètres seulement de l'université. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que cela signifie qu'Isabelle est certainement dans le coin encore et qu'elle a sûrement conduit jusque-là. Dans cette zone, il y a une de ses tantes qui vit, mais aussi des amis proches qui partagent un appartement en colocation. Finalement, peut-être que le gardien du parking avait raison, elle a profité d'une soirée et pour une fois, elle n'a pas prévenu ses parents. Bien sûr, la famille est alertée de la découverte, tout comme la police qui envoie une patrouille, parce qu'Isabelle n'a toujours pas été retrouvée, et même si mettre la main sur son véhicule est bon signe, il faut tout de même enquêter et ne pas altérer les indices qui pourraient se trouver dans la voiture. Alors la rue est bouclée. Le double des clés est apporté par la famille, mais cette découverte qui donnait de l'espoir génère à présent une anxiété. Avant même d'accéder à l'intérieur de l'habitacle, il y a un élément étrange. Le sac à main d'Isabelle se trouve sur le siège passager avec tout ce dont elle a besoin pour ses études. C'est bizarre, parce que laisser des affaires aussi importantes exposées à la vue de tous et notamment de voleurs, ce n'est pas très prudent, et bien sûr Isabelle le sait.
Quoi qu'il en soit, il faut entrer dans la voiture pour mieux comprendre. Pendant qu'un agent observe l'habitacle, un second ouvre le coffre par pure mesure de précaution, et alors qu'il le pensait vide, en soulevant le haillon, un grand sac plastique noir se révèle. Par curiosité, le policier tire sur celui-ci pour qu'il dévoile son contenu. C'est un cadavre en position fœtale et il s'agit de celui d'Isabelle. Il ne faut que quelques instants aux effectifs de police pour comprendre qu'il s'agit d'un meurtre. La zone est donc définitivement bouclée et la famille amenée à l'écart. La disparition bascule en une enquête pour meurtre. C'est donc la section criminelle de la police qui s'apprête à prendre le relais pour résoudre le mystère autour de la mort d'Isabelle Bascuñana. Les enquêteurs de la section criminelle ne tardent pas à se rendre sur les lieux. Le premier constat qu'ils font est qu'à l'évidence, Isabelle a été déshabillée puis rhabillée. S'ils le pensent, c'est parce que certains de ses vêtements sont à l'envers, et bien sûr la jeune femme ne serait pas sortie vêtue ainsi. Cela démontre plutôt de la précipitation de la part du tueur, conduisant également sur la piste d'un crime crapuleux. Un morceau de tissu blanc est noué autour de son cou, et a peut-être joué un rôle dans la cause du décès d'Isabelle. Seul le médecin légiste pourra l'infirmer ou le confirmer. Un effectif d'environ 20 policiers s'amasse à présent sur le lieu du crime. Parmi eux, les agents de la police scientifique, chargés de relever la moindre empreinte ou trace ADN qui pourrait conduire à l'arrestation du meurtrier. Pendant ce temps, d'autres se rendent auprès du voisinage afin de recueillir les témoignages des gens du quartier qui révéleront peut-être des indices précieux. La police scientifique qui passe au crible le véhicule d'Isabelle est la première à avancer. Il y a beaucoup d'empreintes digitales relevées. Il se peut cependant que la plupart d'entre elles appartiennent à la jeune femme, ses amis ou bien même sa famille, et cette découverte n'est pas nécessairement signe de résolution de l'affaire. En revanche, un autre détail qui les intrigue a son importance. Le siège conducteur de la voiture est reculé presque au maximum, mais Isabelle ne mesure qu'1,65 m. Avec une telle position, elle aurait peiné pour atteindre les pédales. Par conséquent, il en est déduit qu'Isabelle n'a pas été tuée dans ce quartier. Le tueur a déplacé la voiture avec la jeune femme déjà enfermée dans le coffre. Cela donne également un indice sur la taille de l'assassin. Isabelle mesurant 1,65 m, l'homme est plus grand et, vu le recul du siège, il dépasse le 1,75 m. Dans l'autoradio de la voiture, qui permet de lire des cassettes audio, il y en a une avec des titres de musique sud-américaine. Aucun proche ne reconnaît cette cassette. Les parents affirment qu'elle n'écoutait que des disques et n'avait jamais acheté une telle chose. Ce qui veut dire que le meurtrier a emporté avec lui sa propre cassette audio pour l'écouter durant le trajet. Un comportement qui paraît curieux après avoir ôté la vie d'un être humain. Ces premiers éléments sont intéressants, mais ne lèvent pas le brouillard sur l'identité du tueur, ni même sur son profil. Est-il un proche, un membre de la famille ou un ami? Était-ce un crime d'opportunité? Un rôdeur? Aucune idée pour le moment. Les enquêteurs se concentrent donc sur l'emploi du temps d'Isabelle ainsi que ses déplacements lors de ces dernières heures pour comprendre où elle se trouvait avant que son cadavre ne soit placé dans cette rue. Pour cela, ils repartent de l'endroit où la Nissan blanche de la jeune femme a été découverte, afin d'essayer de repérer un maximum de caméras susceptibles d'avoir capturé des images du véhicule. L'université, les magasins, les banques et tout établissement sur différents itinéraires ayant un tel dispositif de sécurité sont sollicités pour transmettre leurs données à la police. Pendant ce temps, l'autopsie du corps d'Isabelle est réalisée pour déterminer avec certitude la cause du décès. C'était attendu, après avoir trouvé le morceau de tissu blanc autour de son cou, la jeune femme est morte d'asphyxie par strangulation. Un viol également a été commis. Le médecin légiste indique que la strangulation a eu lieu en même temps que l'abus sexuel. L'ADN du meurtrier est donc présent sur le corps de la victime, ce qui est une bonne étape pour résoudre l'enquête. Dès lors qu'il y aura un suspect, il suffira de comparer sa trace génétique à celle prélevée sur le cadavre. Les caméras de surveillance de l'université de Lleida offrent des images exploitables aux policiers, grâce aux témoignages d'étudiants affirmant avoir aperçu Isabelle le soir de sa disparition à la bibliothèque. À cet instant, il est environ 22 h. C'est alors qu'elle se dirige vers le Gambrinus pour commander son sandwich. Les enquêteurs demandent donc à la gérante si elle a plus d'informations ou si elle a vu dans quelle direction Isabelle est partie. Mais elle est incapable de fournir plus d'indications. Ce n'est pas grave.
Du côté du quartier de la Bordetta, un voisin apporte des informations en précisant qu'il est persuadé que la Nissan blanche de la jeune femme s'est garée à l'endroit où elle a été retrouvée à 23h30. Cet horaire permet de limiter le meurtre entre le moment où Isabelle a commandé son sandwich et celui où le voisin dit avoir vu le véhicule, soit entre 22h30 et 23h30. Malheureusement, aucune caméra n'a filmé la voiture. Il est donc impossible de savoir qui était au volant. Une chose est définitivement certaine cependant, Isabelle n'a pas été tuée dans le quartier de la Bordetta, parce qu'il aurait fallu que le meurtrier l'attaque, la déshabille, abuse d'elle, la rhabille, l'enferme dans le coffre de sa voiture pour enfin s'enfuir sans que personne ne voie rien. C'est impossible que cela se soit produit ici sans qu'aucun témoin n'aperçoive quoi que ce soit. Les enquêteurs continuent de questionner les proches d'Isabelle, parce que cette façon de tuer, déplacer la voiture dans un quartier où il y a ses amis et sa tante, laisse penser que son tueur la connaît. Et justement, Isabelle a un petit ami nommé Ignacio, que ses parents n'apprécient guère d'ailleurs, qui est étudiant à l'école de police. Ces deux points font de lui un suspect. Il y a un enjeu sentimental et il connaît les méthodes des policiers qui lui sont dispensées lors de ses cours. Déplacer la voiture de la jeune femme pour brouiller les pistes est une ruse qu'il aurait pu employer. Les enquêteurs ne tardent pas plus, ils se rendent à l'école de police où se trouve le jeune homme pour l'interroger. Il est catégorique dans son récit. Il n'a aucune idée de ce qui s'est passé le soir de la disparition d'Isabelle. Il était à l'école ce jour, ce qui rend impossible son implication selon lui. Il indique même qu'il n'était pas au fait de sa disparition avant que sa mère lui annonce une fois le corps d'Isabelle découvert. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, ils avaient participé à un concert 5 jours auparavant, le vendredi soir. Ignacio explique qu'ils sont cependant régulièrement en contact par téléphone, et l'appel le plus récent était le jour de sa disparition vers midi. Isabelle aurait dû le rappeler le soir, mais ne l'a jamais fait. Évidemment, les enquêteurs ne prennent pas pour argent comptant les paroles de leur suspect, et entrent en contact avec le directeur de l'école qui se plie en 4 pour trouver toutes les personnes ayant été en relation avec Ignacio le jour de la disparition de sa petite amie. Ces derniers sont tous convoqués pour un entretien séparé avec les enquêteurs afin de reconstituer l'emploi du temps du jeune homme grâce au recoupement des témoignages. Mauvaise nouvelle pour les policiers, la piste s'éteint. Il est indéniable qu'Ignacio se trouvait à l'école de police à 22h30 au moment donc où Isabelle achetait son sandwich. Il n'a donc pas pu commettre le meurtre. Pour vérifier totalement la version d'Ignacio, la police réclame auprès de l'opérateur téléphonique d'Isabelle le récapitulatif de tous les appels et les SMS entrants et sortants sur le numéro de la jeune femme sur les 30 derniers jours. Pendant ce temps, la police doit continuer à chercher l'endroit où l'attaque a pu se produire. La mère d'Isabelle, lors d'une discussion avec les enquêteurs, se rappelle que sa fille lui avait dit ce soir-là qu'elle s'était garée dans l'aire de stationnement à côté du cinéma Lorraine. Les policiers font donc le déplacement pour questionner le gardien qui veille sur les voitures et qui avait déjà parlé avec la famille. Une photo d'Isabelle lui est montrée, de sa voiture également, mais comme la première fois, il affirme ne pas se souvenir avoir vu la jeune femme, ni ce modèle de véhicule. En parallèle, la police scientifique continue son travail de fourmi d'analyse des empreintes digitales retrouvées sur la Nissan d'Isabelle. Puisqu'il est de moins en moins certain que le tueur soit un proche, ils décident de se concentrer sur les empreintes digitales qui seraient celles d'un inconnu. Ils font aussi une découverte intéressante s'agissant du sac en plastique noir. L'entreprise qui le fabrique ne le commercialise pas au grand public, mais seulement à des sociétés de nettoyage. C'est une excellente piste, qui permet un filtrage efficace, parce qu'à présent il suffit de chercher les endroits qui se fournissent en sacs plastiques de cette marque. Le commissariat de Lleida par exemple en a, mais aussi les commerces dans la zone autour du cinéma, là où Isabelle aurait garé sa voiture. Ce n'est pas tout, parce qu'il y a une empreinte digitale repérée sur le sac plastique. Une aubaine, à condition de parvenir à récupérer l'empreinte, ce qui est une autre paire de manches. La texture du sac est l'une des pires pour tenter de récupérer des empreintes. Les policiers scientifiques vont devoir faire preuve d'ingéniosité pour extraire un élément fondamental à l'enquête. Il s'agit de 4 empreintes partielles de paume de main placées au milieu du sac, qui montrent une manipulation inhabituelle. Les empreintes de paume laissent penser que le sac a été saisi des 2 mains pour porter une charge lourde, comme le cadavre d'Isabelle. Ils en déduisent donc que ces empreintes sont quasiment assurément celles du meurtrier de la jeune femme. Mais à présent, il faut les récupérer. Après un long processus hautement technique,
Ils réussissent à obtenir ces empreintes qui sont certes partielles, mais suffisantes afin d'établir des comparaisons. Et c'est là l'essentiel. D'ailleurs, il y a une personne qu'ils souhaitent contrôler avant toutes les autres. Les enquêteurs, lorsqu'ils ont compris que l'attaque s'était déroulée proche de l'université, ont interrogé un grand nombre de personnes, et notamment les salariés du cinéma Lorraine. Là-bas, ils ont appris qu'un homme leur donnait régulièrement un coup de main lors des fins de service. Cet homme, c'est Gilberto Chamba. C'est la première fois que vous entendez ce nom, pourtant il ne vous est pas inconnu. Il s'agit du gardien de l'emplacement de stationnement adjacent au cinéma. La police le suspecte à présent pour plusieurs raisons. La première, il peut se fournir en grands sacs plastiques de la même marque que celle ayant servi à emballer le corps d'Isabelle. Ensuite, il travaille tard la nuit. Ses horaires lui auraient donc permis de croiser la jeune femme sortant de la bibliothèque le soir de sa disparition. Enfin, la mère d'Isabelle a expliqué que sa fille lui avait annoncé s'être stationnée à cet endroit, et donc elle aurait pu croiser Gilberto Chamba. Alors bien sûr, pour le moment, il ne s'agit que de suspicions de la part des enquêteurs. Pour les renforcer ou les faire s'évaporer, le suspect est convoqué au poste de police pour une entrevue. Il n'est pas directement interpellé, parce que d'une part, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour le placer en garde à vue, mais surtout, les policiers ne veulent pas qu'il se braque, ils le veulent détendu pour l'interrogatoire. Cela semble fonctionner. Gilberto Chamba est convoqué par téléphone pour rendre officielle sa déclaration, pour donner ses empreintes digitales, et l'homme est tout à fait coopératif. Ce qui surprend quelque peu la police, qui ne s'attendait pas nécessairement à cette réaction s'il devait être le tueur. C'est encore plus déstabilisant lorsqu'il s'adresse directement aux agents au téléphone. C'est un homme poli, il est ouvert à la discussion et détaille sa soirée du mardi 23 novembre comme les agents lui ont demandé. Il fonctionne de la même manière tous les jours quand il travaille. Il prend son poste, puis durant la soirée, à sa pause, il rentre chez lui pour dîner avant de revenir et ne plus bouger de sa cabine de surveillance jusqu'à la fin de son service où il ferme les grilles. Une version crédible, mais qui ne peut être vérifiée, son employeur indiquant qu'il ne peut pas attester de sa présence ininterrompue durant ses horaires. En revanche, les employés du cinéma confirment que le soir de l'enlèvement d'Isabelle, Gilberto Chamba était venu les aider après la projection de la dernière séance. À ce moment, minuit s'apprête à sonner. C'est une bonne information, parce que le témoin dans le quartier de la Bordetta a indiqué avoir vu la voiture se garer à 23h30, et peu avant minuit, Chamba est au cinéma. S'il est le tueur, il a donc dû faire le trajet aller-retour en 30 minutes maximum, sachant que pour l'aller, le trajet s'est fait en voiture. Les policiers tentent de voir si cela est possible. En voiture, il faut moins de 10 minutes dans des conditions de circulation fluide comme elles l'étaient ce soir-là. À pied, ils font le parcours avec des allures différentes, sur plusieurs itinéraires, et la conclusion est sans appel. Ce trajet est tout à fait réalisable en moins de 30 minutes. Par mesure de sécurité, d'autres pistes ne sont pas abandonnées. Les proches d'Isabelle continuent d'être interrogés lorsque survient les funérailles de la jeune femme. Les policiers y sont pour enregistrer la cérémonie et vérifier a posteriori qu'il n'y a rien de suspect parmi les invités, notamment une absence qui pourrait conduire à une piste. La cérémonie se déroule, les images sont dans la boîte et les enquêteurs vérifieront tout ça plus tard. Le lundi 29 novembre, ces derniers se rendent sur le lieu de travail de Gilberto Chamba pour lui rappeler qu'il doit venir faire sa déclaration au poste. C'est un prétexte en réalité, pour grappiller des indices. Sur place, il lui demande s'il l'autorise à jeter un œil à sa voiture. Comme à son habitude, il coopère. Et les agents remarquent une grosse caisse à outils dans le coffre. L'homme justifie sa présence parce qu'il pratique la mécanique, ayant été un ancien pilote de course professionnelle. Il y a un détail qui perturbe les policiers dans la caisse à outils. Il n'y a pas de chiffon, ce qu'ils trouvent surprenant pour un mécanicien qui doit s'essuyer régulièrement les mains. Ils font le lien avec le bout de tissu retrouvé noué autour du cou de la victime. Gilberto Chamba devient de plus en plus suspect. Il est emmené au poste pour que ses empreintes soient relevées, qu'il fasse sa déposition finale, dans laquelle il répète qu'il n'a pas vu Isabelle ni sa voiture, et qu'il ne la connaît pas non plus. Il réexplique son emploi du temps, exactement ce qu'il avait dit au téléphone. Durant ses justifications, les enquêteurs observent son bras parce qu'il y a plusieurs tatouages qui piquent leur curiosité. Ce type de tatouage est celui que l'on peut retrouver en prison. La question lui est donc posée. A-t-il séjourné dans un établissement carcéral ? Pour la première fois,
un malaise paraît monter chez Gilberto Chamba qui difficilement répond par la négative. Intrigués, les enquêteurs insistent, mais leur suspect se ferme. Ils refusent de s'étendre sur le sujet. Les policiers n'obtiendront plus rien de lui, même s'ils ont eu ce qu'ils voulaient avec ses empreintes. Il quitte le commissariat en pleurs, disant qu'il a été maltraité. Le lendemain, il ne se présente pas à son poste de travail. Il est malade et annonce que c'est lié au traitement qui lui a été réservé lors de son interrogatoire. Mais il revient le mercredi 1er décembre 2004. C'est à cette date qu'il est officiellement placé en état d'arrestation pour le meurtre de Maria Isabel Bascuñana. Les preuves médico-légales ont parlé. Les empreintes partielles de paume de main retrouvées sur le sac en plastique noir correspondent à celles de Gilberto Chamba que les policiers avaient récupérées lors de sa convocation. Son attitude, qui a mis le doute aux enquêteurs, n'était qu'une façade, un rôle pour mieux se sortir de ce pétrin. Pire, il suivait de près les avancées de la police à travers les médias et il était à 2 doigts de leur échapper. Quand il n'est pas allé travailler en prétextant une maladie, Chamba avait prévu de prendre un train en direction de Barcelone où il aurait dû décoller pour quitter le pays en direction de Guayaquil en Équateur. Seulement, il en a été empêché par son estomac. Ayant des antécédents d'ulcères, il a été pris d'une douleur si vive au moment de monter dans ce train qu'il en a été paralysé et a dû se rendre à l'hôpital de toute urgence. Le lendemain, il avait planifié de s'en aller à nouveau. Il avait parcouru de nombreuses agences de voyage pour obtenir des billets le plus rapidement possible, et il en avait obtenu, pour se rendre au Venezuela cette fois-ci dans la ville de Caracas. Tout ça, la police le découvre au moment de son arrestation, lorsqu'il fouille dans son téléphone portable et ses affaires, où ils mettent la main sur les différents billets d'avion. Le passé du suspect est complètement fouillé. Il s'avère que Gilberto Chamba est arrivé depuis l'Équateur pour s'installer en Espagne en 2001, et notamment à Lleida, où 2 de ses sœurs habitent. Il ne semble avoir eu aucun antécédent, si ce n'est une querelle avec une prostituée qui aurait tenté de l'escroquer et qui l'aurait en retour menacé avec un couteau. Comme il n'y a pas plus de détails dans ce dossier, et qu'il n'y a pas eu de condamnation non plus, les enquêteurs décident de rencontrer cette personne agressée. La femme s'appelle Katia. C'est une prostituée roumaine qui affirme avoir eu affaire à Gilberto Chamba. Elle raconte qu'elle a été abordée par l'homme qui l'a sollicitée pour une prestation. Chamba l'a conduite dans une ruelle sombre de la ville, puis ils sont allés sur sa banquette arrière. L'homme s'est déshabillé avant de placer ses mains autour du cou de Katia, qui est habituée à ce genre de pratique, mais il s'est mis à serrer plus qu'à l'accoutumée. Alors elle s'est débattue, mais Chamba a serré encore, avant de saisir une corde qu'il a tenté d'enrouler autour de la gorge de la femme. Katia comprend que sa vie est en jeu. Elle donne des coups les plus puissants possibles pour se défaire de l'emprise de ce fou, ce qu'elle réussit à faire et à sortir du véhicule. La zone où ils se sont stationnés est connue pour les passes. Une prostituée qui était avec un autre client dans une autre voiture a pu voir la femme sortir nue en criant. Chamba, qui essaye de rattraper Katia, est surpris. Il finit par prendre la fuite. Et la femme n'ira jamais plus loin dans la procédure judiciaire. Ceci dit, ce sont des informations intéressantes qui arrivent aux oreilles des policiers. D'ailleurs, quand la nouvelle de l'arrestation du gardien de l'aire de stationnement se répand, Alba Calvet, qui avait eu affaire à Gilberto Chamba la veille de la disparition d'Isabelle, amène d'autres précisions. Souvenez-vous, la voiture de la jeune femme ne démarrait plus et le gardien était venu lui apporter son aide. Quand Alba est arrivée pour se garer, elle était seule. L'homme l'a donc prise pour une proie potentielle. Et quand elle est revenue de la séance au cinéma, elle était accompagnée d'une amie auprès de qui elle avait insisté pour qu'elle ne rentre pas à pied. Gilberto Chamba a donc de lui-même remis en marche le véhicule d'Alba puisque dans ces conditions, il n'était plus question de commettre le meurtre. Des amis d'Isabelle rapportent par ailleurs qu'elles sont persuadées d'avoir été contactées par Chamba après que celui-ci ait demandé leur numéro de téléphone pour les contacter au cas où il y aurait un incident avec leur voiture. Elles ne peuvent pas être catégoriques parce que la personne à l'autre bout du fil raccrochait soit immédiatement, soit respirait fortement sans dire un seul mot. Mais le point commun entre toutes est qu'elles avaient transmis leurs coordonnées au suspect. Cet élément conforte les policiers dans le fait de contrôler les appels passés par Isabelle. Justement, la requête qu'ils avaient faite auprès de l'opérateur téléphonique vient de leur être transférée. La nuit du meurtre, le téléphone de la jeune femme a émis un appel à 23h28 précisément. Ce qui est intriguant, dans la mesure où à cet horaire, les enquêteurs considèrent qu'elle n'est déjà plus de ce monde. Cela signifie donc que c'est le meurtrier qui a téléphoné. Mais à qui? Et pour quelle raison?
C'est un numéro débouchant sur une ligne érotique, laissant ainsi penser que le tueur a voulu prolonger le plaisir de l'acte qu'il venait de commettre. La police, grâce au numéro, retrouve la femme qui a échangé avec l'individu. S'il a donné son nom, le lien avec le meurtre sera facile. Ce n'est pas le cas. En revanche, l'homme a bien précisé qu'il venait de Lleida. L'affaire s'emballe immédiatement. Elle est relayée au niveau national et fait la une de tous les bulletins télévisés. La photo du suspect principal est diffusée en boucle. Personne ne peut échapper au visage de Gilberto Chamba, y compris un journaliste équatorien qui voit la nouvelle et n'en revient pas. L'information prend un temps infime pour se répandre en Équateur. Là-bas, une femme apprenant ça décroche son téléphone et contacte le commissariat de la ville de Lleida pour annoncer aux policiers qu'ils viennent de mettre la main sur un homme qui a tué sa fille et 7 autres femmes. Gilberto Chamba en Équateur est surnommé le monstre de Machala. Le monstre de Machala. Si cette révélation s'avère être vraie, voici un point embarrassant pour l'Espagne. Comment les autorités ont pu passer à côté d'un tel personnage, tout en l'autorisant à résider dans le pays? La police vérifie, mais il n'y a rien dans sa base de données qui pointe du doigt Gilberto Chamba comme étant un tueur en série. Le ministère de l'Intérieur s'immisce dans le passé de Chamba. Ses papiers indiquent bel et bien qu'il n'a pas de casier judiciaire. Y a-t-il une erreur de la part de cette femme? Gilberto Chamba vit-il en Espagne sous une autre identité? Il n'y a qu'un moyen de démêler ce sac de nœuds, établir une requête auprès des autorités équatoriennes pour une vérification. Le dossier comprenant les photos ainsi que les empreintes digitales de Chamba est envoyé en Équateur. La réponse ne tarde pas. Gilberto Chamba, dont il s'agit de la véritable identité, est bien le monstre de Machala, surnommé ainsi en raison du nom de la ville de Machala où il a sévi et tué 8 femmes. Gilberto Chamba est né à Mara, dans la province de Lora, le 5 octobre 1961, mais n'emménagera avec sa mère et ses sœurs dans la région de Machala que quelques années plus tard alors qu'il est adolescent. Le comportement du jeune homme est tout à fait classique. Il n'y a rien à signaler, c'est un garçon comme un autre, il a des amis, s'entend bien avec sa famille, il n'y a pas de drame, autrement dit, aucun signe avant-coureur. Après le lycée, il doit faire son service militaire dans l'armée équatorienne, un moment qu'il apprécie puisqu'il décide de poursuivre en s'engageant dans l'armée de terre. Encore une fois, aucun incident à remonter, si ce n'est quelques bagarres qui semblent cependant monnaie courante chez les militaires du pays. En 1986, alors âgé de 25 ans, il quitte l'armée, devenant ainsi chauffeur de taxi dans la ville de Machala, et c'est le 5 juin 1988 que Cecilia, une étudiante de 22 ans, monte dans sa voiture. Chamba n'a pas conduit la jeune femme à sa destination. À la place, il l'a emmenée proche d'une maison abandonnée où il lui a proposé de lui offrir des bracelets en échange de faveurs sexuelles, ce qui a été refusé. Il a donc agressé Cecilia en la poignardant à mort avec un morceau de bouteille cassée, avant d'abuser de son cadavre et de la laisser ainsi. Après son acte sordide, il s'est renseigné sur la date des funérailles de la jeune femme, auquel il a assisté feintant qu'il était l'un de ses amis. Il patiente 3 ans avant de réitérer, le 30 octobre 1991. Grace Carmita Wanka est une jeune femme qui fait également l'erreur de monter dans le taxi de ce fou. Lors de ce second meurtre, il affine son modus operandi pour être sûr de prendre du plaisir. Chamba, pour assouvir ses pulsions, doit étrangler ses victimes en même temps qu'il les abuse sexuellement. Même après leur décès, il continue. Mais l'étape précédente est l'état qu'il recherche absolument. Une nouvelle fois, il se rend aux obsèques piétinant la mémoire des pauvres femmes à qui il a retiré la vie. Les meurtres suivants sont commis au mois d'août et décembre 1992. Rosa Benavides ainsi que Teresa Pesantez perdent toutes deux la vie alors qu'elles n'ont que 14 ans. Le procédé est toujours le même, avec une asphyxie par strangulation, des abus, et dès lors qu'il en a l'occasion, Gilberto Chamba se présente aux enterrements. Les meurtres, même s'ils se déroulent dans la même région, sont trop espacés pour que la police conclue aux agissements d'un tueur en série, et l'homme n'est jamais inquiété. Confiant, peut-être un peu trop, il recommence à peine un mois plus tard, en janvier 1993, avec Julia Parrales, puis en mars, c'est l'explosion. 3 victimes coup sur coup. Elisabeth Munoz, Mercy Rodriguez, Mariana Zambrano. Ces 8 personnes sont toutes âgées entre 14 et 22 ans. Et puis, le 7 avril, il essaye de s'en prendre à une jeune femme nommée Delia, une prostituée qui parvient à s'échapper de l'attaque du meurtrier. Elle court aussitôt le dénoncer à la police avec de nombreuses informations.
C'est le 16 avril 1993 que Gilberto Chamba est enfin arrêté pour les meurtres de toutes ces femmes et jeunes filles qu'il a agressées. Il passe rapidement aux aveux, sans pourtant émettre le moindre regret. Il est donc jugé et condamné à 16 ans d'emprisonnement pour chacun des meurtres. Notez cependant que les peines d'emprisonnement en Équateur respectent le principe de non-cumul, comme en France. Autrement dit, seule la peine la plus grave sera appliquée, et donc il devra purger 16 ans d'emprisonnement. Mais en l'an 2000 survient l'année du jubilé qui, dans la religion catholique, prône la rémission et la pénitence. En d'autres termes, il faut pardonner, et cette initiative est soutenue par l'Église. Une loi est donc votée pour libérer les prisonniers ayant purgé la moitié ou plus de leur peine, ce qui est le cas de Gilberto Chamba, qui est donc réinséré dans la société en l'an 2000, malgré une série de 8 meurtres. Pour le système judiciaire équatorien, Gilberto Chamba a payé sa dette, et son casier judiciaire est totalement effacé. Il profite de cette aubaine pour demander un passeport qui lui permettra d'abord d'arriver aux Pays-Bas et Amsterdam le 9 novembre 2010. Quelques mois plus tard, il arrive en Espagne, à Madrid d'abord, avant de rejoindre Lleida ensuite. Voici comment le monstre de Machala, un dangereux prédateur, s'est retrouvé dans une petite ville de la péninsule ibérique. Comme quoi, séparer justice et religion peut s'avérer malin dans certains cas. Quoi qu'il en soit, à présent, il faut tout prouver définitivement. Une tâche à laquelle s'attellent les enquêteurs. L'une des premières preuves qui met fortement en difficulté la version de Gilberto Chamba, ce sont bien sûr ses empreintes de paume de main sur le sac plastique ayant permis de dissimuler le corps d'Isabelle. Mais entre-temps, cet élément probant a été renforcé par un second, l'ADN, puisque celui du tueur a été prélevé sur le corps de la victime. La comparaison démontre qu'il appartient bel et bien au suspect qui aura du mal à justifier cette double présence. Mais il tente, avec une histoire à dormir debout selon laquelle une femme avec qui il était sorti et avait eu des relations sexuelles, une équatorienne d'après lui, aurait mal pris le fait qu'il sollicite régulièrement les services des prostituées de la ville. Elle aurait donc un jour conservé son sperme pour le placer sur un lieu du crime et le faire accuser. Cela n'a pas de sens. Et puis il y a un élément difficilement contestable. Souvenez-vous, les policiers de Lleida ont filmé les obsèques d'Isabelle pour vérifier si personne ne manquait à l'appel, ou s'ils pouvaient remarquer quelque chose de suspect. Il n'a manqué personne ce jour. Au contraire, en regardant la bande, les enquêteurs découvrent qu'il y avait même une présence assez inattendue, celle de Gilberto Chamba. Exactement comme ce qui s'était déroulé lors des 8 meurtres en Équateur. Cela devient difficile d'imaginer que tout ceci est un coup monté contre lui. C'est donc logiquement que le procès du suspect s'ouvre le 19 octobre 2006 à Lleida. Malgré les nombreux éléments hautement incriminants, Gilberto Chamba continue de nier en affirmant qu'il s'agit d'un complot contre sa personne. Sa maison a également fait l'objet d'une perquisition. Comme si cela ne suffisait pas, des chiffons similaires à celui retrouvé dans la voiture de la jeune femme ont été découverts chez lui. Sur le pantalon de la victime, de la poussière spécifique à l'aire de stationnement est retrouvée, démontrant qu'elle est nécessairement passée par cet endroit. Tous ces éléments médico-légaux, combinés à plusieurs témoignages, dont celui de Katia, la prostituée roumaine, et les sombres antécédents criminels de Gilberto Chamba, conduisent le jury à le reconnaître coupable du meurtre d'Isabelle Bascuñana. Dans la foulée, Gilberto Chamba est condamné à une peine d'emprisonnement de 45 années, 33 ans pour le meurtre d'Isabelle et 12 ans pour la tentative de meurtre sur Katia. En 2008, l'État espagnol annonce qu'il indemnise à hauteur de 236 000 € la famille Bascuñana pour la carence dont il a fait preuve en laissant entrer sur le territoire un tueur en série de la trempe de Gilberto Chamba. Les psychiatres qui ont évalué le tueur en série sont catégoriques. Il est un psychopathe totalement dénué d'empathie qui n'a qu'un seul objectif, satisfaire ses pulsions, et il est évident que s'il ressort, il recommencera. Maria Isabel Bascuñana a donc tragiquement perdu la vie suite à des erreurs de plusieurs pays, alors qu'elle avait un avenir brillant devant elle. Si vous souhaitez faire de belles économies, n'oubliez pas de vous inscrire sur eBay Club avec mon lien en description qui vous offre 6 € dès votre inscription. Merci à eBay Club pour le soutien apporté à la chaîne et merci à vous de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, à bientôt.